La pensée est un éclair au milieu de la nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Cette citation est du mathématicien nancéen Henri Poincaré. Et elle résonne beaucoup avec l'expérience de nombreux mathématiciens. Même si je n'ai jamais rien découvert qui arrive à la cheville des découvertes de Poincaré, je pense savoir exactement de quoi Poincaré parle. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui savez exactement, vous aussi, de quoi Poincaré parle. Faire des mathématiques, c'est laborieux, c'est difficile. C'est passer le plus clair de son temps à être confus, à être perdu au milieu d'équations impénétrables, à se sentir incapable de saisir l'abstraction des concepts mathématiques. Ça, on l'a tous vécu. On s'est tous déjà sentis idiots, stupides et incompétents face à un problème mathématique. Et s'il y en a un qui ose contredire cette affirmation, exiger de lui une solution à l'hypothèse de Riemann. Le pire qui puisse arriver, c'est une avancée spectaculaire en théorie des nombres. Faire des mathématiques, c'est vraiment difficile. Pour tout le monde. C'est explorer une grotte obscure sans la lueur d'une bougie. C'est mettre les mains sur des objets inconnus, sans savoir s'il s'agit d'un n+1e caillou ou d'un trésor. Voire sans même savoir s'il existe une façon de déterminer s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Mais c'est sans doute ce doute, cet inconnu, cette incertitude qui rend les découvertes mathématiques d'autant plus savoureuses. Ah, ces découvertes mathématiques. Cet instant où tout s'illumine, cette pensée qui change tout, cet éclair qui frappe d'un coup, c'est un moment exceptionnel d'une jouissance exquise. À titre personnel, c'est la raison pour laquelle j'adore faire des mathématiques. Alors, j'adore aussi être confus, j'adore la confusion, j'aime être perdu. Mais ce que j'aime avant tout, c'est cette surcharge de dopamine qui accompagne mes découvertes mathématiques. Ce moment où tout à coup, je comprends une subtilité qui m'échappait en écoutant un enseignant, un chercheur ou un vulgarisateur. Ou ce moment où, mieux encore, je découvre par moi-même une vérité mathématique qui m'échappait jusque-là, y compris lorsqu'il s'agit d'une vérité découverte par d'autres mathématiciens, parfois des millénaires avant moi. Cette joie intense de la découverte, cet orgasme, pour moi, c'est comme une drogue. J'ai eu la chance d'y goûter et je ne cesse de rêver d'y goûter à nouveau. Et du coup, ce que j'essaie souvent de faire, c'est de recréer les conditions de mes découvertes antérieures. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir à comment est-ce que je réfléchis ? Qu'est-ce qui fait que je pense ce que je pense ? Et comment je peux avoir de meilleures idées ? Et après de longues années de réflexion sur comment je réfléchis, je dois bien avouer que j'en suis arrivé à une conclusion un petit peu embarrassante. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent les éclairs dont parle Poincaré. Ces éclairs, j'en ai vécu, mais je suis assez conscient de ne pas être conscient de l'origine de ces éclairs. Je suis même assez persuadé aujourd'hui qu'il s'agit en fait du fruit d'un long travail de mon inconscient. Un long travail de longue haleine dont je suis inconscient. Et je ne suis pas le seul à faire ce constat. En fait, c'est un constat que semblent faire beaucoup de mathématiciens. Il semble que les mathématiciens n'ont pas franchement compris comment ils comprennent les choses. Plus étrange encore, ces instants de découverte semblent nous frapper au moment où on s'y attend le moins. C'est ce que raconte Poincaré dans cette merveilleuse citation. Je cite. « Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. » J'ai pas découvert ça, moi. Mais d'où vient cette idée ? D'où viennent les idées mathématiques ? Comment est-ce qu'elles se forment ? Comment se produisent les éclairs ? Et
si on comprend cela, pourrait-on en fabriquer en laboratoire? Serait-il possible de concevoir des machines capables de créativité? Et cette créativité des machines pourrait-elle un jour surpasser la créativité humaine? Voilà des questions que je trouve fascinantes et qui auront occupé les mathématiciens et les philosophes pendant des siècles et des millénaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les avancées en algorithmique, notamment en machine learning, à défaut de réponses, on dispose désormais de spéculations intrigantes. En particulier, au cours de ces dernières années, les intelligences artificielles, aussi appelées IA, semblent avoir petit à petit acquis une certaine forme de créativité dans des domaines comme la peinture, la musique ou l'écriture. Mais cette espèce de créativité des machines est-elle comparable à la créativité humaine? Et puis, d'où vient cette créativité des machines? Pour essayer de répondre à ces questions, je vous propose de nous intéresser un petit peu à la technique. On va parler en particulier de l'un des algorithmes au cœur des intelligences artificielles d'aujourd'hui, à savoir la descente de gradient stochastique. Dans le jargon, notamment anglophone, on l'appelle tout simplement SGD. SGD, c'est vraiment le cœur, le moteur des intelligences artificielles d'aujourd'hui, en tout cas de la plupart d'entre elles. C'est ce qui leur permet d'apprendre et de s'auto-améliorer, notamment dans le cadre des réseaux de neurones et de ce qu'on appelle le deep learning. Bon, ça fait beaucoup de gros mots. Ça peut paraître compliqué et malheureusement, c'est pas simple à expliquer. Je vais devoir simplifier, je vais devoir vulgariser et je m'excuse auprès des experts. Malheureusement, ou pas, SGD est assez compliqué et technique. Pourtant, l'idée au cœur de SGD, l'idée fondamentale de SGD, le principe de base de SGD, est remarquablement simple. L'idée d'SGD, c'est que pour attaquer un gros problème, on va d'abord commencer par regarder un petit morceau du problème, pris de façon au hasard. Typiquement, si le problème est l'analyse d'une énorme base de données, alors SGD va commencer par tirer au hasard une donnée dans l'immense base de données. Puis, ce que va faire SGD, c'est faire un pas vers l'explication de cette donnée. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre. Dans quel espace est-ce que ce pas a lieu? Eh bien, il se trouve que c'est un pas qui a lieu dans un espèce d'espace des idées. Or, ça peut être l'espace des preuves mathématiques ou l'espace des concepts mathématiques, ou mieux encore, l'espace des façons d'assigner une sémantique à des objets d'étude. Bref, c'est plus compliqué que ça encore. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'agit d'un pas dans un espèce d'espace des idées. Et donc l'idée de SGD, c'est qu'à chaque étape, on va tirer un petit morceau du problème au hasard et on va effectuer un pas dans cet espace des idées. Et ensuite, on va recommencer. On va prendre un autre morceau du problème et on va faire un pas vers l'explication de ce morceau du problème. Et comme vous l'aurez compris, ensuite on répète cela, on recommence avec un autre morceau du problème, ce qui nous fait faire un autre pas, et puis on recommence, et on recommence, et on recommence, encore et encore. En un sens, SGD va ainsi nous amener dans une marche aléatoire, dans l'espace des idées. Alors ce ne sera pas n'importe quelle marche aléatoire, ce sera une marche aléatoire globalement guidée par le problème que l'on cherche à résoudre. Et l'espoir de SGD, c'est que cette marche aléatoire finira par nous rapprocher d'une solution au problème. Alors, il y a des cas où l'on peut prouver que ça va marcher. C'est le cas, par exemple, des problèmes dits convexes. Un problème convexe, encore une fois, je m'excuse auprès des puristes, c'est un problème dans lequel les pas de SGD sont garantis d'aller globalement dans la bonne direction. Si le problème est convexe, alors on peut démontrer que SGD finira par le résoudre. Les problèmes convexes, en un sens, ce sont donc les problèmes faciles. Ce sont aussi les problèmes peu rocambolesques, les problèmes sans surprise. On sait qu'on va y arriver. Malheureusement, ou pas, la plupart des problèmes ne sont en fait pas convexes. La plupart des problèmes sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus rocambolesques, beaucoup plus surprenants.
on parle de problème non convexe. Dans un problème non convexe, on ne peut même pas garantir que les pas de SGD iront globalement dans la bonne direction. Un problème non convexe, c'est un peu comme une chaîne de montagnes. Quand on fait une marche aléatoire dans cet espace, une marche, on va dire, pas trop aléatoire, la plupart du temps, on va marcher le long de vallées, mais il peut arriver que l'on passe tout à coup d'une vallée à l'autre, que l'on traverse un col, que l'on suit une ligne de crête, que l'on redescende dans un creux, qu'on remonte sur un plateau et qu'on fasse tout à coup à une falaise. Les espaces non convexes sont des espaces très accidentés, avec potentiellement plein de surprises. Typiquement, il se peut que derrière la falaise, juste en descendant la falaise, on tombe tout à coup sur une merveilleuse forêt vierge encore inexplorée. En ce sens, un éclair, ça pourrait être la descente d'une telle falaise. Tout à coup, on changerait de paysage et on explorerait un nouvel espace encore inexploré. Alors là, je prends l'exemple des montagnes, parce que c'est un espace facile à visualiser, c'est une surface de dimension 2, en tout cas les montagnes que je connais. Sauf que l'espace des idées dans lequel la marche aléatoire de SGD va avoir lieu, ça va être un espace de très grande dimension. Un espace de dimension 3, 4, 5, voire 100, voire 1000, 1 million, voire même 1 milliard. Or, les espaces de très très grande dimension, ce sont des espaces très 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 étranges et très contre-intuitifs. Par exemple, une propriété des espaces de très grande dimension, c'est que si on se lance dans une marche aléatoire dans ces espaces, en un sens, on est garanti de se perdre. Ce sont des très grands espaces. Un autre point étrange de ces espaces est que ce sont des espaces où il y a énormément de place, y compris à faible distance. Il y a énormément de choses à découvrir tout près de nous. Il y a énormément d'espace à explorer. Et donc, un éclair, ça pourrait être la trouvaille d'un objet qui était juste à côté de nous, mais qui était extrêmement difficile à trouver à cause de l'énorme dimension de l'espace des idées. Il se pourrait que ce soit, il semble même très probable, que ce soit une combinaison de descente de falaises et de trouvailles dans des espaces de très grande dimension qui auront conduit par exemple AlphaGo à effectuer ce fameux coup 37. En 2016, dans une partie de Go qui restera sûrement dans les livres d'histoire, l'intelligence artificielle AlphaGo développée par l'entreprise Google DeepMind a tout à coup joué un coup stupéfiant, le fameux coup 37. Après ce coup, le commentateur télé, qui est un expert du jeu de Go, a d'abord cru à une erreur de son interprétation des instructions d'AlphaGo. Puis, il s'est mis à croire à une erreur d'AlphaGo. Mais après y avoir un petit peu plus réfléchi, on le voit un peu perdu et puis se rendre compte petit à petit qu'en fait, il s'agissait d'un coup assez brillant. L'adversaire d'AlphaGo, le coréen Lee Sedol, est plus perdu encore. Il revient d'une pause, il est tout pâle, on le voit visiblement perdu et visiblement effrayé par la créativité stupéfiante de son adversaire. Comme vous le savez sans doute, AlphaGo finira par triompher de Lee Sedol. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est que les joueurs de Go se sont du coup mis à disséquer ce fameux coup 37 et que ceci les a conduits à repenser ce qu'ils croyaient avoir compris du jeu de Go. Ils ont développé une nouvelle théorie du jeu de Go à partir de ce coup 37. Autrement dit, l'éclair d'AlphaGo a révolutionné la théorie du jeu de Go. Se pourrait-il qu'il en soit de même en mathématiques, en physique, en biologie, en médecine, voire en sciences en général, voire au-delà des sciences, peut-être dans le monde de l'éducation, de l'économie, de la finance? Se pourrait-il qu'une intelligence artificielle ait un éclair qui révolutionne complètement la manière dont on pense ces domaines? Se pourrait-il par exemple qu'une intelligence artificielle développe une théorie mathématique qui prouve l'évidence de l'hypothèse de Riemann? Et se pourrait-il que cette théorie mathématique soit en fait incroyablement simple et qu'elle bouleverse ce qu'on croyait avoir compris des mathématiques? Peut-être plus intéressant encore, se pourrait-il que SGD en particulier suffise à une telle révolution?
Il semble que ce soit des questions très difficiles et qu'en fait, il soit extrêmement difficile de dire quoi que ce soit de non trivial au sujet de SGD. Et ce, pour une raison assez simple, c'est que, en pratique, SGD répète des millions, voire des milliards, voire des millions de milliards de petits pas d'exploration. Or, prédire le résultat d'une telle marche est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui avait été compris par le père de l'intelligence artificielle et de l'informatique, et l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, le génialissime Alan Turing. Je cite : « L'idée que les machines ne peuvent pas conduire à des surprises est une conséquence, je crois, d'un sophisme fallacieux auquel les philosophes et mathématiciens sont particulièrement sujets. » J'espère qu'il n'y a pas trop de philosophes et mathématiciens ici. Il s'agit de l'hypothèse selon laquelle, dès qu'un fait est présenté à un esprit, toutes les conséquences de ce fait sautent immédiatement à l'esprit de celui-ci. Cette hypothèse est très utile dans certains cas, mais on oublie trop facilement qu'elle peut être fausse. Une conséquence naturelle de cette façon de penser est qu'on suppose ensuite qu'il n'y a aucune vertu à simplement calculer les conséquences des données et des principes généraux. En particulier, SGD, chaque pas de SGD est incroyablement simple, incroyablement idiot. Mais l'accumulation de millions de milliards de tels petits pas d'exploration semble pouvoir conduire à des avancées spectaculaires. Et récemment, ce fut le cas en biologie. Après avoir développé AlphaGo, l'entreprise Google DeepMind a développé une intelligence artificielle appelée AlphaFold pour s'attaquer au problème du repliement des protéines. Le problème du repliement des protéines, c'est vraiment un des problèmes centraux de la biologie moléculaire moderne. C'est le problème qui consiste à essayer d'anticiper la configuration spatiale d'une protéine à partir de sa séquence d'acides aminés. Et ça, c'est ultra important, d'une part parce que les protéines sont partout dans le vivant, et en particulier dans nos cellules, mais aussi parce que les fonctions de ces protéines dépendent très fortement des configurations spatiales de ces protéines, de la manière dont elles se replient dans l'espace 3D. Du coup, mieux comprendre le repliement des protéines, c'est ouvrir la porte à des avancées spectaculaires, en tout cas potentiellement, en biologie et en médecine. Or, en novembre 2018, AlphaFold, développé par Google DeepMind, a réussi la prouesse de surpasser l'humain dans ce travail de prédiction des configurations spatiales des protéines. En répétant des éclairs, cette IA pourrait révolutionner ce que l'on comprend et ce que l'on peut faire en biologie et en médecine. Bref, il semble bel et bien que SGD puisse réussir des prouesses fantastiques, des prouesses que les développeurs de SGD seraient bien incapables d'anticiper. Mais pour cela, à l'instar des mathématiciens, il semble que SGD doivent d'abord se perdre dans des réflexions obscures et sans garantie de succès. Ce n'est que dans cette pénombre mystérieuse que les éclairs pourront frapper avec une violence maximalement possible. Merci.